Le Soleil, c'est une étoile. Et comme toutes les étoiles, le Soleil brille, il envoie dans l'espace de l'énergie sous forme de lumière, et il envoie aussi de l'énergie sous une forme qu'on connaît moins bien, qui est de l'électricité, qu'on appelle le vent solaire. Et la Terre est baignée par la lumière du Soleil, elle est aussi baignée dans le vent solaire. Et ça, depuis que la Terre existe et que le Soleil existe. Seulement aujourd'hui, avec nos sociétés technologiques, on se rend compte qu'on devient sujet aux aléas de l'activité du Soleil. C'est pas la même chose si le Soleil envoie beaucoup d'électricité et beaucoup de rayonnement, on va en reparler, et s'il n'en envoie pas beaucoup. Et pour prédire cette activité du Soleil et pour prédire les impacts sur la Terre, on a inventé une nouvelle discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace. La météorologie de l'espace commence donc avec le Soleil. Sur ce film du Soleil, on voit le Soleil qui tourne avec une ébullition en surface de cette soupe solaire. Et cette ébullition, de temps en temps, crée des grosses bouffées de particules qui s'écartent du Soleil, qu'on appelle des protubérances, et qui parfois cassent en envoyant des grosses bouffées de particules du Soleil, d'électrons et de protons du Soleil, qu'on appelle des éruptions solaires. Mais le vent solaire, il est permanent. En plus, de temps en temps, il y a des éruptions. Mais de toute façon, il y a toujours du vent solaire. Sur ce nouveau film, on a mis sur notre télescope un cache au milieu du télescope pour bien voir tout ce qui se passe autour du Soleil, ce qu'on appelle la couronne du Soleil. Et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est que la couronne du Soleil s'évapore en permanence, envoie en permanence dans l'espace du vent solaire. Ce vent est fait de ce dont est fait le Soleil, c'est-à-dire des protons et des électrons, qui à eux forment de l'hydrogène, c'est très simple. Et puis de temps en temps, il y a des grosses bouffées qui arrachent une partie de cette couronne, on appelle ça des éjections de masse coronale. Parfois, il y a juste du vent solaire régulier, très peu d'éjections de masse coronale, pas d'éruption solaire, le Soleil est calme. Parfois, il y en a beaucoup et on dit que le Soleil est actif. Alors évidemment, vous pourriez me dire, oui, tu nous parles de l'électricité du Soleil, mais enfin, quand on regarde le Soleil, avant tout, ce qu'on voit, c'est sa lumière. Hein. Et c'est vrai, vous auriez raison. Mais il n'y a pas que la lumière qu'on voit avec nos yeux. Par exemple, il y a ce qui nous fait bronzer, l'ultraviolet. On ne le voit pas avec nos yeux, mais on sait bien que ça existe. Alors nous, on parle plutôt de rayonnement. Dans ce rayonnement, la partie qui apporte le plus d'énergie, c'est effectivement la partie qu'on voit avec nos yeux. Si on met une feuille de papier de 1 mètre carré face au Soleil en dehors de l'atmosphère, comme ça il n'y a pas d'absorption due à l'atmosphère, cette feuille reçoit 1362 watts sur le mètre carré. Dans ce 1362 watts, presque tout est dans le visible. Et il y a une toute petite... Et ce visible d'ailleurs, il varie très très peu. Peut-être qu'il varie, peut-être pas, on n'est pas entièrement sûr. Évidemment, ça a beaucoup d'importance, mais c'est très difficile à mesurer. Mais il y a cette partie invisible, l'ultraviolet. Et il y a encore des parties, par exemple, de l'extrême ultraviolet. C'est du rayonnement, s'il n'était pas arrêté dans l'atmosphère, il brûlerait tout sur la Terre, hein, il n'y a aucun problème. Alors ici, j'ai une représentation de tous les rayonnements qui sont émis par le Soleil. Et vous voyez, le visible, c'est une toute petite partie de ce rayonnement. Il y a de l'ultraviolet, de l'extrême ultraviolet, du rayonnement X aussi. Le rayonnement X, on en a l'habitude, c'est ce qu'on utilise pour prendre des radios quand on se casse un os. Mais il y a aussi du rayonnement radio, ce qu'on utilise là, pour écouter la radio quand on utilise encore des antennes. Maintenant, on utilise beaucoup Internet, mais on a encore des ondes hertziennes pour écouter la radio ou la télévision. Tout ça, le Soleil en envoie. Or, si le rayonnement visible est très 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 stable, l'autre, il varie. Le rayonnement ultraviolet, extrême ultraviolet, varie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il varie comme les éruptions solaires, comme les éjections de masse coronale. Parfois, le Soleil en envoie beaucoup, et parfois, il en envoie très peu. Typiquement 600 fois moins que dans le rayonnement visible. Donc ce rayonnement ultraviolet, comme il est très énergétique, il va avoir beaucoup d'influence sur la haute atmosphère, là où il va être arrêté. Alors il y a un petit peu d'ultraviolet qui redescend jusqu'au sol, puisque évidemment on a des coups de soleil, et vous savez bien qu'il ne faut surtout pas regarder le soleil dans les yeux, parce que vous se brûlerez les yeux à cause de cet ultraviolet. Mais l'extrême ultraviolet, par exemple, il est arrêté dans l'atmosphère au-dessus typiquement de 70 km d'altitude.
Un petit peu de cet ultraviolet peut descendre jusqu'à 50 km d'altitude et en dessous, heureusement, notre atmosphère filtre bien. Et elle filtre bien simplement en absorbant, et les molécules de l'atmosphère absorbent et chauffent, et il se passe tout un tas de choses qui font que ce rayonnement est bien absorbé. Donc, ce qui est très intéressant dans ce rayonnement, c'est que, comme le vent solaire, il varie. Parfois, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de vent solaire, il n'y a pas beaucoup d'éruptions solaires, on dit que le soleil est calme. En quelques années, tout ça commence à s'agiter, il y a beaucoup plus d'ultraviolets, beaucoup plus de vent solaire, ça a pris 5 ans, 6 ans, et puis ensuite ça revient au calme. En tout, ça prend entre 10 et 13 ans, et on appelle ça un cycle solaire. Sur ce film, je vous montre un des effets du vent solaire, et cet effet, c'est les aurores boréales. Le vent solaire s'engouffre, happé par le champ magnétique de la Terre, il s'engouffre dans l'atmosphère, ou il heurte l'atmosphère, et crée des aurores boréales autour du pôle nord magnétique et du pôle sud magnétique. Et ce qu'on voit ici, c'est la Station spatiale internationale qui passe à côté de ces endroits où il y a des aurores boréales, et qui filme les aurores boréales, qui sont vertes, qui sont rouges, et qui se produisent au-dessus de 80 km d'altitude. Alors tout ça, ça se produit depuis qu'il y a la Terre et puis le Soleil. Mais seulement, dans notre vie de tous les jours, on utilise la même chose que le Soleil. On utilise, dans nos fils électriques, il y a des électrons. Pour les télécommunications, on utilise des ondes électromagnétiques. Hein, c'est comme de la lumière d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Et donc, ce n'est pas très étonnant que toutes nos technologies soient devenues sensibles à l'activité du Soleil, puisqu'on utilise la même chose que le Soleil. Alors voyons un petit peu comment ça se passe. On a inventé une discipline qui s'appelle la météorologie de l'espace pour étudier tout ça. Et quelles en sont les implications? Ici, ce que je vous montre, c'est en cas d'une grosse bouffée de vent solaire qui arriverait vers la Terre. Une énorme éruption solaire. Il s'en est produit déjà plusieurs. Hein. On en a une qui a été très violente en 1859, qui a été étudiée par un physicien anglais qui s'appelle Lord Carrington. Donc on l'appelle l'événement Carrington. Eh bien, cette électricité arrive du Soleil et elle crée dans l'espace des champs électriques énormes. Et ces champs électriques se propagent dans le sol, là où le sol est conducteur, ou dans nos fils électriques. Et en 1859, on commençait à utiliser des télégraphes. Il y avait des gens qui faisaient du morse pour envoyer des télécommunications. Et les fils électriques dans lesquels ils envoyaient les télécommunications, les électrons dans ces fils électriques se sont mis à bouger à cause du champ électrique qui était envoyé par le Soleil. Et ils ont commencé à chauffer dans les fils, à se propager jusque dans les endroits où des opérateurs faisaient du morse, et leurs machines à faire du morse ont pris feu. Ça a été vraiment le premier événement. Et Carrington a dit, mais attendez, moi, il y a 2 jours, j'ai vu un truc incroyable sur le Soleil, une espèce d'énorme éruption, ça a été extrêmement brillant, sûrement c'est lié. Et ça a été la première fois qu'on s'est rendu compte de ça. S'il se produisait aujourd'hui un événement Carrington, ou plus important, car il pourrait s'en produire, qui arrive vers la Terre, alors il pourrait y avoir des pannes électriques. Ici, je montre une carte des États-Unis avec tous les endroits où il pourrait y avoir des pannes électriques qui arrêteraient des centrales électriques. Et ça s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé, pas à une échelle planétaire, mais à des échelles locales. Évidemment, des pannes électriques, c'est très ennuyeux dans les hôpitaux, les ascenseurs qui s'arrêtent, etc., etc. Eh bien, on estime qu'un événement Carrington pourrait avoir un coût sur l'électricité aux États-Unis supérieur à Katrina, par exemple, au cyclone. Donc des choses qui pourraient être très importantes. Les débris spatiaux sont un autre enjeu de société. Quand on a commencé à envoyer des satellites dans l'espace, en fin de vie, on les laissait mourir, et puis de temps en temps, il y avait des collisions entre eux. Ça faisait tout un tas de débris dans l'espace, mais l'espace est énorme. L'espace est gigantesque, alors on ne s'en souciait pas beaucoup. Malgré tout, on a commencé à mettre beaucoup de débris dans l'espace. Un débris, c'est quelque chose qui vole à 8 km par seconde. Vous imaginez, 8 km par seconde, c'est 10 fois, 100 fois plus rapide qu'une balle de fusil, et c'est plus gros. Alors si ça rentre dans un autre satellite, ça le perfore, et ça devient évidemment un enjeu de société important. Or, quand il y a une éruption solaire, le Soleil envoie beaucoup d'ultraviolets, comme je l'expliquais tout à l'heure, et cet ultraviolet arrêté au-dessus de 80 km d'altitude chauffe, dilate l'atmosphère là-haut. C'est très peu, mais cette atmosphère dilatée se met à aller vers le haut, elle est dilatée, alors elle se répand, elle monte de plus en plus, et elle entraîne avec elle les débris.
et on perd les débris spatiaux. Parce qu'on les surveille, hein. Il y a 2 centres de surveillance, un en Allemagne pour l'Europe à Darmstadt, et puis un de la NASA aux États-Unis. Mais quand on les perd, quand il y a une éruption solaire, eh ben, il faut les retrouver parce qu'ils pourraient aller perforer d'autres satellites. Si bien que les opérateurs spatiaux me disent « Est-ce que vous ne pourriez pas nous prédire quand est-ce qu'il va y avoir une éruption solaire et puis quelle est son intensité ?» Comme ça, on pourra faire des calculs et puis voir où s'en vont les débris spatiaux. Sur l'animation ici, je vous montre un de ces satellites qui a explosé en vol et puis qui continue à se déplacer. Une grosse partie de ce satellite continue à se déplacer dans l'espace avec sa cohorte de débris spatiaux. Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, j'en montre un ici qui vient de Courrier International, où on montre que l'augmentation des débris spatiaux est constante. Alors on a pris des mesures internationales maintenant, de telle sorte que les satellites qui sont très très hauts, en fin de vie, on leur donne une petite pichenette et on les fait partir dans l'espace. Et puis ceux qui sont bas, on les fait descendre rapidement pour qu'ils brûlent dans l'espace. C'est pas plus gros qu'une voiture, et il y a des voitures qui brûlent toutes les nuits, et il y a très très peu de satellites, hein. C'est pas une pollution énorme. Mais on essaye de prendre des mesures maintenant pour arrêter la pollution aux débris spatiaux. Sur les figures que je montre ici, on a tracé les principaux débris spatiaux qu'il y a dans l'espace et vous voyez que ça entoure absolument toute la Terre. C'est bien que si on ne fait pas attention, le jour où il faudra quitter cette planète surchauffée pour aller se protéger quelque part, il faudra encore traverser des ceintures de débris spatiaux. C'est pas fantastique. Voilà, en orbite basse, vous voyez, il y en a des milliers, on les surveille, mais il faut quand même faire attention à ce problème. Les satellites sont évidemment un autre enjeu de la météorologie de l'espace. Quand un proton ou un électron de très haute énergie arrive, ça veut dire très rapide, très haute énergie, arrive et vient taper dans un panneau solaire, ça abîme les panneaux solaires. Mais il peut se passer d'autres choses. Imaginez qu'une particule du vent solaire arrive, tape dans la carlingue du satellite, et là, elle crée de l'électricité qui pénètre dans le satellite, et puis qui se propage dans le satellite, qui vient, par exemple, taper dans l'ordinateur de bord. Et dans l'ordinateur de bord, il y a ce qu'on appelle le contrôle de l'attitude du satellite. Le contrôle d'attitude, c'est ce qui dit la Terre elle est là, le Soleil est là-bas, Mars est là. Enfin, ça permet au satellite de savoir dans quelle position il faut se mettre pour communiquer avec la Terre. Mais si le contrôle d'attitude est perturbé par un électron ou un proton du vent solaire, eh bien, le satellite il croit que la Terre est là-bas et il se met à se dépointer, il tourne sur lui-même et on le perd. On a perdu un satellite. Donc vous voyez, c'est des enjeux assez considérables parce que c'est cher un satellite. Un autre enjeu, c'est les constellations. Évidemment, un satellite c'est cher. Bon, d'accord. Mais maintenant, on envoie des constellations, les GPS ou Galileo ou GLONASS, les mêmes systèmes de positionnement, c'est 24 satellites. Et quand on veut faire des télécommunications globales, c'est des dizaines de satellites qu'on envoie dans l'espace. Alors si à cause d'une éruption solaire, on perd 10 satellites, on perd toutes les communications sur Terre, et là ça devient un énorme problème, un problème planétaire. Si on perd des satellites de positionnement, alors ça devient aussi quelque chose de très ennuyeux. Mais il peut se produire d'autres choses. Vous savez, pour se positionner, il faut que votre GPS dans la voiture il puisse voir au moins 4 satellites. Pourquoi 4? Parce que ça permet de distinguer devant, à la droite, devant, derrière, droite, gauche, au bas et le temps. Voilà, ça fait 4 paramètres, il faut 4 satellites. Si on en voit plus, c'est mieux. Et qu'est-ce que disent ces satellites GPS? Ils disent « Je suis le satellite numéro tant et il est telle heure ». Et ensuite, avec votre petit GPS, il fait un petit calcul et dit dans ce cas-là, si le satellite numéro tant, il dit qu'il est à tel endroit, enfin moi je sais qu'il est à tel endroit, et il me dit qu'il est telle heure, et je peux calculer combien de temps l'onde elle a mis pour venir, je sais où tu es, je fais du positionnement, c'est assez simple. Non, c'est compliqué, mais l'idée est relativement simple. Seulement, si jamais il y a une éruption solaire, l'onde qui vient du satellite, eh bien, au lieu de se propager directement en ligne droite, elle peut se propager en faisant des mouvements comme ça. Et alors, tout le calcul du GPS devient faux. Ça vous est arrivé d'ailleurs, plusieurs fois dans votre vie, ça vous est arrivé. Vous êtes à bord de votre voiture, et votre voiture, elle vous dit que vous êtes à 10 mètres de la route, quoi. Et vous vous dites, ah, vraiment, mon GPS est nul, quoi. Mais non, le GPS n'est pas nul. Il y a eu une éruption solaire ou quelque chose qui est arrivé du soleil qui a perturbé le mouvement des GPS. Quand on est en voiture, c'est pas très grave. Ici, ce que je vous montre, c'est un collègue anglais qui faisait du vélo à Londres, et tout à coup, son vélo lui a dit qu'il roulait à plus de 60 km à l'heure. Lui, il roulait pépère dans Londres, hein, c'était pas le problème.
Et donc, il m'a envoyé une copie de son écran. On a bien rigolé parce qu'effectivement, il y avait eu une éruption solaire quelques heures plus tôt et c'était dû à ça. Moi, je lui ai évidemment dit il faut que tu t'inscrives tout de suite au Tour de France, tu vas gagner, c'est sûr. Mais quand c'est le vélo ou le GPS ou la voiture, c'est pas grave du tout. C'est beaucoup plus grave, évidemment, si vous voulez poser un avion avec un GPS. D'ailleurs, on ne le fait pas parce que si vous ratez dans le brouillard la piste de 4 mètres, et ben, évidemment, c'est beaucoup de morts. Donc on ne peut pas piloter des avions avec du GPS. C'est grave aussi pour des gens qui se dirigent au GPS dans le brouillard, dans la toundra russe par exemple. Il y en a beaucoup, beaucoup qui pourraient mourir. Donc des perturbations de positionnement peuvent devenir tout de suite très importantes. On surveille par exemple les barrages avec du positionnement. Et si ce positionnement nous dit que le barrage est en train de bouger de quelques centimètres et qu'on évacue toute une vallée avec des dizaines de milliers de personnes, Grenoble, des centaines de milliers de personnes, et qu'en vérité c'était une erreur due au GPS, évidemment c'est très ennuyeux. Donc il faut surveiller l'activité solaire pour le positionnement. Les télécommunications sont un autre enjeu, et évidemment les radars. Quand tous ces radars, toutes ces télécoms fonctionnent avec des ondes électromagnétiques, et le Soleil envoie plein d'ondes électromagnétiques, de l'ultraviolet, etc., mais il envoie aussi du rayonnement radio. Et ce rayonnement radio, il rentre dans les antennes, et puis il fabrique tout un tas de perturbations pour toutes nos télécommunications, et tous nos radars. Et nos radars peuvent perdre tout le signal. Ça peut avoir des implications. Hein. Il y a quelques mois, il a fallu fermer un radar, donc c'était en novembre 2015, on a dû fermer tout un aéroport en Suède parce que les radars étaient devenus complètement aveuglés par un événement sur le Soleil, un événement radio sur le Soleil. Donc ça peut avoir des implications très, très importantes parce que dès qu'on ferme un aéroport à Stockholm, toutes les connexions sont perdues, il faut que les avions ne décollent pas dans les autres aéroports et c'est tout le système aérien européen qui s'en trouve affecté. Les effets de la météorologie de l'espace sur la santé sont encore très spéculatifs. On n'en est pas entièrement sûr. Les Russes font beaucoup de travaux. C'est très difficile. Il semble qu'ils aient détecté une corrélation entre le nombre d'attaques cardiaques et l'activité solaire, mais les statistiques ne sont pas assez bonnes pour le moment pour en être certain. C'est donc, pour le moment, quelque chose à mettre de côté. Il continue à y avoir des travaux, mais on n'en est absolument pas sûr. Il semble qu'il y ait eu des impacts de l'activité solaire sur les trains, sur certains composés électroniques qui sont à bord de trains et sur les voitures. Mais évidemment, c'est très difficile d'avoir des informations parce que les constructeurs n'aiment pas bien les données. Donc, on a beaucoup de peine, nous autres scientifiques, à avoir des informations correctes. On a eu en Russie une étude statistique sur le nombre de pannes de trains par rapport à l'activité solaire. Il y a eu des composants électroniques qui étaient de toute évidence sensibles aux protons du vent solaire, mais ils ont été changés, apparemment ça a été résolu. Mais encore une fois, on n'en est pas entièrement certain. Ceux qu'on a appelés les climato-sceptiques ont utilisé mes travaux parce que pendant plusieurs années, j'ai calculé comment l'activité solaire chauffait l'atmosphère au-dessus de 80 km d'altitude. Mais au-dessus de 80 km d'altitude, c'est pas comme au sol, hein, c'est pas la même chose. C'est comme si on disait j'allume une bougie à Grenoble et c'est ça qui chauffe Lyon. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. On a fait beaucoup de travaux avec une équipe internationale d'une soixantaine de chercheurs et on a trouvé que l'activité solaire pouvait avoir des effets locaux, les aurores boréales, donc il y a effectivement des effets locaux, mais que l'activité solaire ne peut pas expliquer le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Néanmoins, ça a été un enjeu de société extrêmement important de la météorologie de l'espace. Alors donc il y a beaucoup d'impacts. Un impact sur les satellites, sur les panneaux solaires, sur les constellations de satellites. Et imaginez, un satellite, il est assuré. Il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance qui assurent des satellites. Et pour le moment, elles peuvent faire encore un petit peu d'argent si on perd un satellite. 2, c'est plus difficile. 3, elles commencent à en perdre. Si on perd une constellation de satellites, alors ces compagnies d'assurance peuvent faire faillite. Or, les investisseurs des compagnies d'assurance, ceux qui ont les actions, les actionnaires des compagnies d'assurance, c'est les grandes banques. Et donc, si ces compagnies d'assurance font faillite, elles entraînent les grandes banques dans les faillites avec elles. Et donc, ça peut être un crash mondial. C'est un scénario catastrophe qui n'arrivera pas. On fait attention. En particulier, on peut dire c'est une catastrophe naturelle. Et dans ce cas, c'est les États qui prennent en charge, c'est plus les banques.
Mais vous voyez les implications rapides qu'il peut y avoir dans notre domino de l'économie internationale. C'est très important également pour les cosmonautes. Les cosmonautes peuvent avoir des modifications d'ADN à cause d'éruptions solaires. Un cosmonaute qui meurt ou des cosmonautes qui meurent, c'est tout un programme spatial qui s'arrête. Il peut y avoir un impact lorsque les fusées décollent. Il y a un moment où les fusées, on ne peut plus les contrôler, elles sont parties, et si à ce moment-là il y a eu une éruption solaire, on peut avoir des perturbations dans les orbites des fusées. Si bien qu'Ariane Espace et les autres opérateurs spatiaux nous demandent de prévoir quand est-ce qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est beaucoup plus facile à prévoir que quand est-ce qu'il se passe quelque chose. De la météo de l'espace, j'en ai parlé, le Soleil envoie avec ses particules du champ électrique. Ce champ électrique se propage dans le sol, là où c'est conducteur. Et s'il y a un pipeline dessus, le pipeline il se corrode, il rouille à cause de ce champ électrique. Donc on est obligé en permanence de surveiller les pipelines, évidemment. Là, la photo que je montre, c'est le pipeline Trans-Alaska. S'il y a un trou qui se crée dans un pipeline au milieu de l'Alaska, ça devient extrêmement compliqué à aller réparer. Donc il faut aussi surveiller l'activité solaire pour les pipelines. La météorologie de l'espace a été suspectée d'avoir un impact sur la météorologie, mais ce n'est plus le cas, maintenant on en a la certitude. Il y a évidemment beaucoup d'autres applications, les trains, les avions, le personnel navigant, et évidemment la science, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors on a essayé depuis plusieurs années d'estimer le coût d'une catastrophe en météorologie de l'espace. Malheureusement, les économistes n'ont pas encore pris en main le problème. Donc toutes les estimations, c'est des estimations que nous avons faites nous, et on n'est pas du tout bon à les faire. En tous les cas, pas en économie, on ne sait pas les faire. Donc on a essayé d'estimer. Les meilleures estimations sont celles qui ont été faites par des compagnies d'assurance, parce qu'elles sont concernées au premier chef. Seulement, les compagnies d'assurance, elles font des estimations en fonction de ce qu'elles espèrent retirer comme bénéfice des estimations qu'elles vont faire, pour pouvoir ensuite se retourner auprès du Sénat américain, ou voilà. Donc c'est encore une fois un peu suspect de pas beaucoup d'objectivité. Il faudrait vraiment que des économistes s'y mettent. Néanmoins, toutes ces estimations montrent qu'un énorme événement, comme l'événement Carrington, plus important, maintenant on sait qu'il pourrait y en avoir des plus importants, pourrait avoir des effets qui sont bien supérieurs à tout ce qui s'est passé avec les cyclones qu'on a pu avoir ou les tsunamis qu'on a pu avoir au Japon. On a donc l'investissement des instances politiques, des industriels concernés, les industriels spatiaux, les industriels du transport de l'électricité et de la fabrication de l'électricité, les industriels du positionnement, les industriels de l'énergie et des télécommunications, c'est-à-dire les plus gros industriels mondiaux. Donc il y a maintenant un engouement très très fort pour arriver à comprendre cette activité solaire. Nous autres scientifiques, on apprend maintenant un nouveau métier qui est prévisionniste. Puisqu'on nous demande de faire des prévisions, il faut qu'on y arrive. On est encore relativement mauvais, je dois dire. On est un peu comme les météorologues, peut-être dans les années 30-40, mais on progresse très très vite. Ce qu'il nous faut arriver à comprendre, c'est quel est le signe qu'il se passe quelque chose sur le Soleil. Et on commence à y arriver. On commence même à être capable de deviner ce qui se passe du côté caché du Soleil en regardant l'effet de ce qui se passe sur le fond noir du ciel. Donc on progresse vraiment très 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 vite. Et donc on a inventé une discipline, et cette discipline s'appelle la météorologie de l'espace. En anglais et dans d'autres langues, alors en anglais, la météorologie de l'espace, c'est le space weather. Ça veut dire le temps qu'il fait dans l'espace. On n'a pas pu dire, nous, le temps de l'espace, parce que le temps, pour tout le monde, c'est la montre. Donc en français, on a traduit ça par la météorologie. La météorologie, c'est une discipline, et le temps, c'est un phénomène. C'est pas la même chose. On a dû traduire ça dans tout un tas de langues, dans des dizaines et des dizaines de langues, et à chaque fois, dans chaque langue, il a fallu choisir si on s'intéressait au phénomène ou si on s'intéressait à la discipline. On avait une définition au début qui était une définition américaine, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Et cette définition disait quelque chose du genre la météo de l'espace, c'est tous les phénomènes sur le Soleil qui peuvent mettre en danger notre société technologique et la vie humaine. Un truc terrifiant, absolument terrifiant. Dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, on a commencé à structurer la météo de l'espace en Europe
Et parce que j'étais là au bon endroit, au bon moment, c'est moi qui ai créé le premier groupe européen de météorologie de l'espace. Et la première chose que j'ai faite, c'est de dire à mes collègues, est-ce que vous avez peur de mourir d'une éruption solaire? Voilà. Et les Turcs ont dit, ben, nous, on a plutôt peur de mourir par un tremblement de terre. Les Israéliens, ils ont dit, ben, nous, il y a quand même pas mal de guerres, on a plutôt peur de mourir à la guerre. Voilà. Mais une éruption solaire, personne n'avait peur. Alors je leur ai dit, bon ben c'est pas grave, très bien, super, on va faire notre définition de la météorologie de l'espace, et cette définition ne va pas être basée sur la peur, elle va être basée sur notre envie de comprendre les phénomènes, sur notre envie de créer une nouvelle discipline, et notre amour de l'environnement, et puis la beauté du soleil. Et on a créé cette définition que je vous projette ici. Et cette définition est basée sur le fait qu'on n'a pas du tout peur, on a juste envie de comprendre et de prévoir. Cette définition, elle a traversé déjà un cycle solaire, et je suis très content parce qu'elle a survécu au cycle solaire. On a inclus dedans le fait que la météorologie de l'espace pouvait s'intéresser aux planètes. Or, depuis quelques années, on a créé maintenant la météorologie de l'espace des planètes. Et cette définition a été reprise presque mot pour mot par l'Organisation mondiale de la météorologie, donc ça devient maintenant la définition officielle de la météorologie de l'espace. Et comme vous le voyez, elle n'est pas du tout basée sur la peur. Donc le message principal, c'est que c'est une très très belle discipline, mais surtout pas de panique.